Suspension du dialogue entre l'opposition et le pouvoir, reprise de manifestations à Conakry, le point de l'actualité politique guinéenne en début d'édition. Un chef ougandais d'un groupe rebelle armé actif en RD Congo était face à la justice lundi. Il est accusé de meurtre de masse. Puis au Comores, l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi demande la réhabilitation de la Cour constitutionnelle en prélude au projet de référendum sur la révision constitutionnelle. Voilà pour le sommaire, bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par une note de la Guinée où l'opposition a suspendu son dialogue avec le pouvoir qui refuse, selon elle, de trouver une solution au contentieux des élections locales de février. Elle a organisé une journée ville morte à Conakry ce lundi. Voici les images. L'opposition guinéenne reprend ses manifestations. Elle a organisé lundi une journée ville morte à Conakry pour dénoncer l'échec des négociations au sein du comité mis en place pour résoudre la crise électorale issue des élections communales du 4 février dernier. Nous avons le droit de détourner, de changer la voix d'un citoyen. Ce qui s'est passé, c'est cela. C'est une violation grave de la loi contre laquelle nous manifestons, nous demandons de corriger. Or, dans le comité de suivi, il n'y a pas eu de correction. Ça s'est mis à discuter de philosophie, de principe, de juridisme. Alors qu'en fait, le chef d'État a dit allez trouver des solutions. Le fait que ce gouvernement refuse de mettre en œuvre les vrais résultats des élections, ce qui retarde la mise en place des conseils communaux et de quartiers et de districts dans les villages. Et les gens attendent cela. Donc ils sentent que le gouvernement est responsable de ce retard, de cette crise. Si l'opposition a suspendu sa participation au comité de suivi du dialogue interguinéen, le pouvoir, lui, assure être toujours ouvert au dialogue. Nous sommes ouverts, toujours ouverts à la discussion, nous sommes ouverts à la négociation, nous sommes ouverts au dialogue comme nous l'avons toujours été. Et la main est toujours tendue pour que nous puissions nous retrouver encore pour finaliser nos discussions, puisque nous étions presque au point final. Le président guinéen Alpha Condé et le chef de l'opposition Cellou Dalein Diallo s'étaient rencontrés le 2 avril et étaient convenus d'une série de mesures pour désamorcer la tension née des élections locales du 4 février, notamment par la mise en œuvre de l'accord politique conclu en octobre 2016 entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Cet accord devait permettre un dialogue pour trouver une solution au contentieux des élections locales de février, officiellement remportées par le camp présidentiel, et la révision des listes pour les prochaines législatives prévues en fin d'année. Au Burundi, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, clôt sa campagne. Et ce, avant le référendum de cette semaine, devant porter sur la modification de la Constitution. Reportage. Au Burundi, il reste quelques jours avant le référendum de cette semaine sur le changement constitutionnel. Mais la campagne du oui célèbre déjà la victoire. Si l'amendement à la Constitution est approuvé, le président Pierre Nkurunziza aura le droit de se présenter pour 2 autres mandats de 7 ans à partir de 2020. Voter oui pour la Constitution, c'est décider que désormais les Burundais vont gérer eux-mêmes leur pays. Maintenant que le oui a déjà gagné, je vous déclare ceci. Adieu les colons. Adieu les coups d'État. Le référendum se déroulera dans des conditions étroitement contrôlées. Un décret présidentiel prévoit une peine d'1 à 3 ans de prison pour quiconque tentera de convaincre les électeurs de s'abstenir de voter. Le projet de révision constitutionnelle a été critiqué par la communauté internationale, notamment l'Union africaine. En Ouganda, le chef d'un groupe rebelle armé actif en République démocratique du Congo a comparu lundi devant la justice à Kampala. Jamil Mukulu est accusé de meurtre de masse. Première comparution du chef du groupe rebelle musulman ADF. Jamil Mukulu, le chef des forces démocratiques alliées ADF, un groupe rebelle armé ougandais actif en République démocratique du Congo, a comparu lundi devant la justice à Kampala où il est accusé de crimes contre l'humanité.
Il a été présenté aux côtés de 34 co-accusés qui ont tous affirmé avoir été torturés lors de la détention. La défense a par ailleurs dénoncé certains agissements du camp adverse. We are not satisfied because Nous ne sommes pas satisfaits car l'État n'est pas prêt. Ils ont demandé 2 semaines. Je peux vous assurer que si vous revenez dans 2 semaines, nous en serons au même point. Ils ne seront pas prêts. Nous sommes censés avoir accès au dossier de nos clients. Le dossier intégral qu'a l'État contre notre client. C'est ce que nous voulons. the full disclosure. That's what we want. En détention provisoire depuis juillet 2015, Jamil Moukoulou avait été extradé depuis la Tanzanie où il avait été arrêté quelques mois auparavant. Lui ainsi que ses co-accusés seront jugés par une chambre spéciale de la Haute Cour de justice, la plus haute juridiction ougandaise mise en place il y a une dizaine d'années pour juger les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur. Opposés au régime du président ougandais Yoweri Museveni, les rebelles musulmans des ADF sont notamment accusés par la RDC et l'ONU d'être responsables de massacres des civils ayant fait plusieurs centaines de morts dans la région de Beni depuis octobre 2014. L'Organisation mondiale de la santé espère lancer cette semaine la vaccination contre Ebola en RD Congo. C'est ce qu'a affirmé le directeur général de l'organisation que je vous invite à suivre. We have agreement, registration, plus import permit. Nous avons les autorisations, l'enregistrement, le permis d'importation, tout est formellement accepté. Comme vous le savez, ce vaccin est sûr, efficace et a déjà été testé. Donc je crois que nous pouvons. Tout a été préparé, tout est prêt pour vraiment l'utiliser. All is being prepared. All is ready now to really use it. I have to arrive, we have to start and then... Il faut qu'on commence et ensuite, nous espérons qu'à la fin de la semaine, c'est l'objectif que nous visons et si nous avons des difficultés, à partir de lundi, nous devrions pouvoir commencer la vaccination dans une semaine à partir d'aujourd'hui. A week from today. The thing is, associated with Ebola, there is stigma. Avec Ebola, il y a une stigmatisation. Donc, il faut y aller et montrer que cela doit vraiment cesser. Et s'il y a un risque, ma vie ne vaut pas mieux que celle de quelqu'un d'autre. Il y a déjà des millions de personnes là-bas et il faut montrer vraiment cela. Les corps de 20 chrétiens coptes égyptiens sont embarqués sur un avion cargo à l'aéroport de Misrata, ville située à 200 km à l'est de Tripoli, où les dépouilles étaient conservées à destination du Caire. Ces coptes égyptiens, rappelons-le, ont été exécutés par le groupe État islamique en 2015 près de Sirte, l'ancien bastion des djihadistes en Libye. Reportage. La Libye a rapatrié ce lundi les dépouilles de 20 chrétiens coptes égyptiens exécutés par le groupe État islamique. C'était en 2015, près de Sirte, l'ancien bastion des djihadistes en Libye. Les cercueils ont été embarqués sur un avion cargo de la compagnie libyenne Afrikia Airways à l'aéroport de Misrata, ville située à 200 km à l'est de Tripoli, où les dépouilles étaient conservées à destination du Caire. Les Coptes tués en Libye avaient eu un retentissement dans l'opinion publique en Égypte et ont fait l'objet de nombreuses controverses. Maintenant, nous pouvons dire que nous avons fermé ce dossier et nous avons pu identifier les cadavres. C'est un cadeau du peuple libyen et de l'armée aux frères égyptiens. Ils ont été décapités et leur tête a été séparée de leur corps. Les veines principales qui alimentent le cerveau ont été coupées. Selon le médecin Othman Al-Zantani, l'identification des corps découverts en octobre près de Sirte n'était pas une tâche facile et ce, dans la mesure où ils étaient décomposés et les têtes des victimes séparées des corps. L'identification n'aura été possible que grâce aux échantillons ADN envoyés par les familles des victimes. L'ex-président comorien Ahmed Abdallah Sambi a demandé lundi la réhabilitation de la Cour constitutionnelle et ce comme préalable au projet de référendum annoncé par le président Azali Assoumani sur la révision de la Constitution. Voici le reportage. Fin avril, le président Azali avait annoncé l'organisation en juillet d'un référendum pour modifier la Constitution afin d'assurer la stabilité et le développement des Comores.
Une chose contre laquelle s'insurge l'ancien chef d'État comorien qui demande la réhabilitation de la Cour constitutionnelle comme préalable au projet de référendum. Je ne sais pas si le président a le droit de changer la constitution, mais celle-ci a des règles. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Tous les Comoriens et les juristes comoriens réclament la réouverture de la Cour constitutionnelle car c'est la seule institution qui a le droit de juger. Si je suis convoqué par la police, la gendarmerie ou la justice, je me présenterai et avec tête reposée, je vais répondre à toutes les questions qu'ils vont me poser, tout comme le jour où la commission parlementaire m'avait convoqué. Il paraît qu'on m'a donné 105 millions de dollars avant de signer ces accords. Je ne sais pas s'ils ont mis tout cet argent dans un camion ou bien un chèque en banque. En tout cas, je déclare devant les Comoriens et le monde entier que ce sont des mensonges. Si jamais c'était vrai, Dieu me punirait le jour du jugement dernier. Je ne suis pas un prophète, je peux commettre des erreurs, mais je n'ai jamais volé. Le président comorien avait pris la décision de suspendre la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays en raison d'un nombre incomplet de juges, et transférer provisoirement ses compétences à la Cour suprême. Cette décision avait été qualifiée d'abus de pouvoir par l'opposition comorienne. La ministre française des Outre-mer s'est rendue à Mayotte depuis dimanche. Annick Girardin a rencontré lundi la population pour échanger sur la sécurité et l'habitat. Ce meeting, précisons-le, intervient un mois après la fin des barrages routiers qui ont paralysé l'île. Sur le terrain, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a discuté notamment sécurité et habitat. La ministre française est surtout allée constater le dispositif de sécurisation des écoles et des transports scolaires mis en place après les violents incidents qui ont eu lieu aux abords des établissements scolaires et dans les transports en début d'année et qui sont à l'origine du mouvement de contestation populaire qui a paralysé l'île. La question de la sécurité, elle est importante ici à Mayotte. Elle est prise au sérieux par l'État, par le gouvernement. Donc nous apportons des réponses. On peut espérer, et c'est bien l'objectif qu'on a tous sur ce territoire, qu'un jour, il y ait moins besoin de cette présence. Le dispositif de sécurisation comprend à la fois des gendarmes embarqués dans les bus scolaires, des réservistes de la gendarmerie, des médiateurs des collectivités et des équipes mobiles de sécurité du vice-rectorat. Ce dispositif est tournant sur les différents lieux sensibles pour dissuader tout rassemblement de jeunes qui voudraient en découdre avec d'autres bandes rivales, phénomène particulièrement présent à Mayotte. Ce déplacement intervient dans un contexte tendu par les relations diplomatiques conflictuelles avec les Comores sur la question de l'immigration clandestine. Puis au Bénin, les acteurs du monde des religions endogènes sont en conclave à l'université d'Abomey-Calavi. Durant 3 jours, en compagnie des experts et des juristes, des pistes pour redorer le blason de la religion traditionnelle seront explorées. On fait le point. Nos religions endogènes face aux défis contemporains. C'est autour de ce thème que les participants à ces assises nationales vont réfléchir. Considéré comme terre de vaudou, le Bénin et du moins l'Afrique a semblé perdre ses repères. Le choc culturel avec l'Occident lui serait fatal. L'heure de la prise de conscience a enfin sonné. Si, dans la culture africaine, l'Afrique authentique savait qui est qui et qui faisait quoi, n'importe qui ne devait pas porter le titre de roi. Chacun a son rôle, a ses attributions. Et c'est là que les dirigeants aussi sont interpellés. Plus de 300 participants venus des associations de chefferie traditionnelles discuteront de l'avenir des religions endogènes. Aux côtés d'experts et de juristes. Durant 3 jours, les débats vont porter notamment sur le cadre juridique et organisationnel de la tradition vaudou, moteur du tourisme au Bénin. Nous irons maintenant aux propositions concrètes dans le but d'éradiquer les pratiques sacrificielles, les rituels sacrificiels humains qui se produisent aujourd'hui au niveau de notre pays. Des propositions concrètes parce que nous savons où les choses se passent. Nous allons faire des propositions au gouvernement pour éradiquer définitivement ce fléau de notre société.
Unanimement, les Vodouno et Bokono ont dénoncé les sacrifices humains qui accablent les couvents. Ces assises sont aussi une prévision de l'oracle Fa, socle du vaudou dans le monde entier. La Cour constitutionnelle, le Conseil économique et social et les autorités gouvernementales ont pris part à l'ouverture des travaux. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.